Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio en direct d'Édimbourg, dans des conditions un petit peu sportives, mais on va faire ce stream tous ensemble. Écoutez, merci beaucoup d'être là ce soir. Salut Forza Juve, salut Cotonujo. Que des dingueries ce week-end en Italie dans les matchs, surtout chez Esposito pour ceux qui ont la ref. Écoute, non, mais n'hésite pas à l'expliquer. Malheureusement, j'ai pas pu en contre-plongée pour des raisons techniques. On vous expliquera, je vous expliquerai pourquoi dans le off, on va dire. Donc, oui. Donc ce soir, on va aborder 3 sujets. Rapidement, alors, bien sûr, Manchester City, le triplé, les adieux à Silvio Berlusconi qui nous a quittés. J'allais dire heureusement, malheureusement, je sais pas ça, chacun il trouvera son compte, voilà. Et puis je voulais revenir un petit peu sur l'Italie du football qui apprend, parce que c'est 4 défaites en finale, finalement, hein, 3 Coupes d'Europe et puis les U20. Donc oui, effectivement, les Esposito, tu en avais un qui jouait pour la Spezia, un autre pour Bari et l'autre en finale hier soir en U20, mort de rire, c'est des vrais chats noirs. Oui, effectivement, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de défaites. Donc voilà, bah écoutez, on va déjà commencer par bien sûr la priorité, hein, Manchester City. Manchester City, le triplé historique de cette équipe de Manchester City qui a battu 1-0, j'allais dire péniblement, l'Inter. Pourquoi? Parce que, effectivement, moi j'ai trouvé que si on reprend le match, finalement l'Inter au minimum méritait d'égaliser sur la fin. Alors c'est vrai que Ederson, qui est un gardien qu'on ne compte pas vraiment dans les top 5 des gardiens mondiaux, bah, Ederson a fait le travail hier soir. Pas hier soir, pardon, samedi soir. Il a fait 3, 4 arrêts qui sont vraiment déterminants. Surtout le dernier à la dernière minute sur le corner qui était très très important, mais aussi les arrêts sur sa ligne sur la tête de Lukaku. Donc ouais, effectivement, c'était vraiment un gardien qui a fait vraiment une vraie différence. Alors, hop là, je vais un petit coup dans les commentaires. La finale total meilleur joueur de City, je veux rien savoir, Lukaku en défense incroyable. Sur 10, cette finale, je mets 2. C'était une finale où tout le monde était très très stressé. Donc effectivement, c'était pas une finale où tout le monde était très relâché. Il y avait beaucoup de choses à gagner et à perdre. Donc voilà, effectivement, ils étaient très stressés, les joueurs, les entraîneurs aussi, hein, parce que Guardiola était ultra stressé. Simone Inzaghi, bon, il est toujours à fond, mais c'est vrai que je l'ai vu péter un plomb une fois ou deux sur le bord du terrain, c'était assez drôle. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, je pense que l'Inter aurait largement mérité d'égaliser. Et je trouve même que l'Inter a mieux abordé que Manchester City cette finale, était moins stressé. Ils étaient très calmes, même quand ils prenaient des très grosses pressions de la part de Manchester City. Je trouve qu'ils ont bien réussi à les bloquer aussi, City, à les empêcher vraiment de déployer leur jeu comme d'habitude très léché. Donc non, c'était très 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 sympa. Enfin très sympa. La finale de l'Inter, moi je trouve que l'Inter a donné une belle image du football italien samedi soir parce que bah, ils ont effectivement bien représenté le football italien et tout ce qu'ils savent faire de très très bien. Donc voilà, ils n'ont pas fait que défendre, ils étaient aussi protagonistes du jeu, ils ont été très, comment dirais-je, très ambitieux dans le jeu, hein. Ils se projetaient à énormément quand il y avait des contres, etc. Donc leurs défenseurs ont énormément participé au jeu offensif.
Donc moi, j'ai trouvé ça pas mal. Après, tout le monde n'a pas été au niveau, en particulier Çalhanoğlu, j'ai trouvé vraiment très en dessous. Brozovic n'a pas non plus rayonné sur le jeu, mais bon, c'était déjà mieux. Qui c'est qu'il y avait encore ouais, Di Marco était plutôt bon, Dumfries aussi. Enfin, en tous les cas, les deux pistons étaient pas mal. Lautaro a été très remuant, mais finalement pas très décisif. Donc ça c'était pour l'Inter. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Onana, c'est pareil, il n'a pas été vraiment décisif, hein, malheureusement, sur le but. Bon, il peut pas faire grand-chose. En plus, Çalhanoğlu est sur la trajectoire, mais finalement, on décide de bouger et se met juste derrière le défenseur qui est devant lui. Et finalement, c'est là que la balle passe. Donc bon, il n'a pas de chance, hein. Je sais que tous les Milanisti se sont foutus de sa gueule après le match, mais bon, il choisit quoi. En fait, il pense qu'il va croiser. En fait, il croise pas. Il prend, il essaye de contourner le défenseur et puis bah voilà quoi. Donc effectivement, petit tour dans les commentaires. L'Inter, ils ont joué leur jeu. C'est City qui a été à l'ouest. Trop de stress, ouais, ça c'est vrai. T'as tout à fait raison. Les deux neufs court-circuités. Oui, c'est vrai. Alors Erling Haaland, ça fait un petit moment qu'il est court-circuité, hein. Je suis ni pro Haaland ni contre Haaland, mais ça fait dans tous les matchs coup près vraiment décisifs, j'ai trouvé qu'il n'a pas été existant, voire même inexistant. Et là, encore une fois, ça a été le cas. Donc là, ça fait un petit moment, hein. Ça fait une dizaine de matchs, voire même un petit peu plus, qui marquent le pas, je trouve, en termes d'impact dans le jeu et même sur le nombre de buts marqués. Donc voilà, ça va peut-être d'ailleurs lui coûter le ballon d'or. Je pense que s'il avait été décisif à tous les tours en Ligue des Champions, vraiment décisif, hein, je veux dire, c'est lui qui fait basculer les matchs d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il aurait pu prétendre au Ballon d'Or. Là, le fait qu'il ait disparu dans les gros matchs, dans les très gros matchs, même les derniers matchs de championnat, hein, il n'était pas existant, il n'était pas trop là. Bah, ça va probablement lui coûter le peu de chance qu'il avait de gagner un Ballon d'Or. Donc voilà, je pense que ça va revenir à Léo Messi sans trop de problèmes, mais on aura le temps d'en parler de toute façon. L'arbitre n'a pas aidé à ce que ce soit une belle finale aussi. Quel choix idiot de l'UEFA. Déjà lors de la finale du mondial, il avait mal arbitré. Effectivement, en plus, alors je suis d'accord, c'est pareil, c'était pas très fluide son arbitrage, mais bon, je sais pas si on peut dire que Marcignac était mauvais. Après, oui, enfin, on savait pas trop s'il voulait laisser jouer ou s'il voulait tout sanctionner. C'était assez bizarre. On dirait qu'il n'avait pas de ligne directrice dans son arbitrage. Après, lui, en fait, ça m'a vraiment pas surpris, mais enfin, je croyais qu'il allait être suspendu à cause de. Enfin, il m'a semblé lire qu'il avait participé à des défilés d'extrême droite en Pologne et que l'UEFA comptait le sanctionner pour la finale donc de Ligue des Champions. Alors, bon, c'est pas interdit de participer à un défilé d'extrême droite, hein, vous faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, si l'extrême droite est tolérée dans le concert politique d'un pays, bah, c'est pas illégal, donc vous avez les opinions que vous voulez. Après, c'est vrai que quand même, ça s'entrechoque avec l'esprit du football, hein, qui est le football, c'est au contraire la mixité à son paroxysme. Donc voilà, donc c'est vrai que bref, c'était un peu bizarre de le voir. Après, je sais pas, hein, vous savez, sur Internet, tout se dit, ça se trouve, il n'a jamais participé à un défilé d'extrême droite en Pologne, hein. C'est aussi très possible, même s'il a la tête pour, très honnêtement, sans vouloir faire de délit de faciès. Mais bon. Bref, voilà, en tous les cas, je trouve que l'Inter effectivement a été au niveau et je trouve que l'Inter n'a pas du tout dénoté dans cette finale. Je trouve même que c'est eux qui ont fait la meilleure finale, mais un petit peu comme la Fiorentina, un petit peu comme la Roma. Donc on va en parler à la fin, mais les trois équipes italiennes ont quasi dominé les finales ou en tous les cas été le plus dangereux et finalement les trois équipes italiennes perdent leurs trois finales. Donc voilà, bah, ils ont payé pour apprendre, on va en parler un petit peu plus tard. Manchester City, du côté de Manchester City, effectivement, énormément de joueurs étaient stressés, n'ont pas joué à leur niveau. Je pense à Rodri, bien sûr, mais je pense aussi, pourquoi je dis Rodri? Parce que bah, il a marqué le but,
mais c'est vrai qu'il avait fait un match vraiment pas terrible, hein. D'habitude, il est omniprésent dans le jeu de City, et là, on ne l'a pas du tout vu. On a vu aussi, que, bon, alors Kevin De Bruyne était un petit peu stressé aussi, mais bon, il s'est blessé rapidement, le pauvre. Je me suis dit d'ailleurs que ça pouvait être le tournant de la finale, mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça a pas aidé à fluidifier le jeu de Manchester City, hein. Quand il n'est pas là, c'est clair que le jeu est complètement différent. Donc voilà, mais c'est effectivement, lui aussi, avant sa blessure, n'était pas non plus à un niveau stratosphérique. Bernardo Silva a mis du temps à se libérer, mais finalement, c'est sur une action de sa part, hein, que le jeu se débloque. Et puis en fin de match, il a été vraiment bien meilleur, hein, dès que City a marqué, Bernardo Silva a rayonné. Puis aussi, il faut dire aussi que les pistons qui mettaient la pression sur Silva, en l'occurrence Di Marco. Di Marco a un vrai problème de... Il est très très bon, moi je le trouve très bon, Di Marco, c'est un super piston gauche, un très très bon pied, super tireur de coups francs et tout. Franchement, j'aime beaucoup Di Marco, mais il a un gros problème, il ne tient pas plus de 60 minutes. Physiquement, je ne sais pas si c'est génétique et qu'il a naturellement un VO2 max ou je sais pas, qui est faible, et donc au bout de 60 minutes, il est cramé, ou alors c'est son hygiène de vie qui laisse à désirer, et donc un petit peu à la Marco Verratti, au bout de 60 minutes, il est cramé, hein, parce que il me fait vraiment penser à Verratti, sauf qu'il est beaucoup plus constant dans ses prestations. Di Marco fait toujours de très bonnes prestations pendant 60 minutes. C'est très rare de le voir passer à travers ses matchs. Il apporte énormément, il dédouble énormément. Après, il a un rôle qui est beaucoup plus, comment dirais-je, euh, on va dire, j'allais dire demandeur, mais c'est pas ça. Bon, bref, exigeant, pardon, voilà, ça y est, j'ai trouvé mon mot. Exigeant que le rôle de Marco Verratti. Marco Verratti court beaucoup, hein, enfin, un milieu de terrain, ça court beaucoup, mais ça court beaucoup à une vitesse modérée. Un piston ou un latéral, en général, lui fait des courses à haute intensité, très souvent répétées. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus fatigant que ça, et que c'est clair que déjà durer 60 minutes, c'est pas mal. Maintenant, on voit des pistons qui durent 90 minutes et qui, à la 94e minute, font encore un appel en courant à 100 mètres en moins de 12 secondes, hein. Donc, on peut le faire. Alors, est-ce qu'ils boivent tous de l'eau? Je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, on peut le faire. Donc, voilà. Di Marco, malheureusement, est un petit peu... a pas trop de caisse. Et c'est vrai que dès qu'il s'est éteint, Bernardo Silva en a vraiment profité. D'ailleurs, il a été remplacé assez rapidement. Donc voilà, parce que par Gossens, en l'occurrence. Donc voilà. Par contre, le choix de Guardiola de mettre Foden à la place de KDB, quel choix pourri. J'aurais mis un Mahrez ou Alvarez à la place. Foden a tout loupé. Il a tout loupé, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais en revanche, il s'est créé beaucoup d'occasions. Enfin, il a fait les bons appels et tout. Alors, dans le dernier geste, c'est vrai qu'il n'a pas été très heureux, hein, on l'a vu. Après, il faut dire aussi que Onana fait les bonnes sorties, anticipe pas mal, etc. Mais c'est vrai que Foden n'a pas été inspiré dans le dernier geste. En revanche, il s'est créé de très belles occasions, il s'est mis dans des situations très très intéressantes. Donc, c'était pas complètement négatif, je trouve, ce que Foden a fait. Mais c'est vrai que c'était pas non plus ultra décisif. Donc voilà. Après, oui, je pense que j'aurais plus mis un Alvarez qui est un petit peu comme Foden, un joueur qui a beaucoup plus de coffres pour faire du box-to-box, pour défendre aussi, pour avoir un très gros coffre pour défendre et aussi attaquer. Mahrez, c'est un petit peu, je pense que Guardiola l'aurait fait rentrer si City avait été mené. Parce que lui, c'est vraiment un joueur qui fait des différences en un contre un, qui peut éliminer, qui est beaucoup plus décisif offensivement que Alvarez et ou comment même Foden, je trouve. Mais en revanche, Foden et Alvarez offrent beaucoup plus de repli défensif, etc. Donc ouais, ouais, j'aurais plus mis Alvarez effectivement que Foden. Mais voilà, ça donne en fait, c'est des joueurs, je trouve, Foden et Alvarez, qui donnent énormément d'équilibre à Manchester City et à n'importe quelle équipe, hein, parce que c'était la même chose au Benfica
pour Alvarez, c'est un vrai milieu box-to-box qui est très offensif et qui est très bon face au goal, mais qui a aussi la capacité à aller récupérer des ballons dans les pieds. Donc voilà, donc non, franchement c'est vraiment un très bon joueur, hein. C'est une très bonne pioche. Alors ils l'ont payé très très cher, plus de 100 millions d'euros, mais c'est une très bonne pioche. Donc c'est pas comme si c'est pas comme je sais pas Eden Hazard par exemple, qui est une très mauvaise pioche et qui, je pense, est le transfert le plus gros flop de l'histoire des transferts. Je pense, je vois pas d'autres transferts plus floppés que ça, parce que même Neymar, on va dire, a emmené quand même le PSG en finale de Ligue des Champions et finalement ils perdent contre le Bayern de très peu. Et c'est clairement Neymar qui fait la différence en quart, en demi et qui a failli la faire en finale d'ailleurs. Donc Neymar, même si on peut le critiquer, hein, vous savez que je le porte pas dans mon cœur, mais en 2019, il était vraiment à très 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 haut niveau lors du Final 8. Donc voilà, je pense que on change de sujet, mais je pense que Hazard est le plus gros flop des transferts de l'histoire, je pense, parce que c'est celui qui a coûté le plus cher pour une seule année de contrat, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Chelsea, il avait plus qu'une année de contrat. Le Real le recrute pour 110 millions d'euros et il a terminé sa carrière au Real avec 76 matchs et 17 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est c'est famélique en 5 ans. C'est ça le problème. C'est pas trop les 76 matchs et 17 buts, hein. Si c'est en 2 saisons, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que c'est en 5 ans. Donc c'est un gros problème. Coutinho au Barça, c'est pas mal non plus dans les flops. C'est vrai, t'as raison. Mais Coutinho pouvait jouer au foot. Eden Hazard ne jouait même pas tellement il était blessé. Donc ça, c'est quand même c'est le summum, je pense. Par contre, les vidéos de Grealish célébrer le titre que je vois sur Twitter, c'est un bon gars, il est en pleine forme. Ah oui, bon, il avait dit, hein, une minute après, il était déjà en train de boire une bière dans le vestiaire, et là, il est parti pour une semaine de fête, hein. Lui, c'est le stéréotype de l'anglais de l'anglais de base. Je pense qu'il va boire pendant 3 semaines, hein, d'affilée, ça c'est clair. Le lendemain de la finale, il avait toujours pas retiré son maillot de foot, hein. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, il avait toujours le maillot de la finale, il s'était toujours pas changé. Il n'avait pas dormi, bref, il avait toujours le même maillot. Donc, ni les chaussettes. Ouais, effectivement, il avait aussi les chaussettes. Torres à Chelsea. Non, Torres à Chelsea marque des buts. Sheva à Chelsea aussi, c'est la même chose. Tout ça, c'est beaucoup moins cher. 110 millions d'euros. 110 millions d'euros, hein. Faut remettre dans le truc, hein. Lukaku à Chelsea. C'est vrai que c'est vrai, mais Lukaku, ils ont eu la bonne idée de le prêter, etc. Eden Hazard, il est resté 5 ans au Real. Il a rien fait, quoi. Donc Lukaku, il a retrouvé quand même son niveau à l'Inter. Là, je l'ai vu descendre de l'avion, il marche pas droit, le Grealish. Bah oui, c'est normal, c'est clair. Ça fait 3 jours qu'il boit non-stop. Donc, c'est totalement normal. Euh, oui, donc, à part ça, effectivement, Manchester City, bon, Stones a fait un bon match. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Moi, j'ai trouvé Diaz très très fort dans ce match-là, parce qu'il a su contrôler la puissance de Lukaku, la puissance de Dzeko, la puissance de Lautaro, la vitesse de Lautaro, l'explosivité de Lautaro Martinez. Moi, je trouve que ça a été le meilleur défenseur du match. Il a été très très bon avec Acerbi. Acerbi, je trouve, il a fait un match incroyable sur Erling Haaland. C'est incroyable, il l'a éteint, franchement. Acerbi, quand il était à la Lazio, à la fin, il jouait plus. Il a été recruté par l'Inter un peu comme remplaçant, un peu de luxe. Finalement, comment Skriniar s'est blessé et puis sa signature au Paris Saint-Germain a fait en sorte que finalement il est un peu sorti de l'équipe et il est devenu titulaire indiscutable dans cette équipe et c'est le patron de la défense. Il est incroyable. Franchement, il fait une saison incroyable à Cherby, hein. Moi, je l'ai trouvé fantastique. Mais Diaz, Diaz a fait un super match. Bon, on sait que c'est un excellent défenseur. Je veux dire, pour qu'un défenseur central devienne meilleur joueur de Première Ligue la première saison où il intègre la Première Ligue, hein, lorsqu'il était à Man City, enfin quand il a été transféré du Benfica à Man City, voilà, c'est que c'est un défenseur hors norme, hein. Il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de lui dans les potentiels meilleurs défenseurs du moment. Pour moi, en défenseur central, à l'heure actuelle, c'est probablement le meilleur, je pense.
Il a tout, quoi. Un jeu de tête fantastique, il a une super relance, il est vif, il est rapide, il est costaud, il a une qualité de tacle très très bonne, il anticipe les placements, les déplacements. Honnêtement, il a stabilisé Chelsea, pardon, Man City, alors que Man City a dépensé des centaines de millions d'euros sur des défenseurs. C'était le festival de la trompette. Donc enfin, avec Diaz, ils ont réussi à en prendre un extraordinaire. Et peu importe qui vous le mettez à côté, tant que Diaz est sur le terrain, la défense de City est très très forte. Donc voilà, dès qu'il n'est pas là, en revanche, attention, porte ouverte, c'est parti. Donc voilà. Okutunujo, Chelsea, le vortex des neufs. Oui, effectivement, c'est vrai, il les absorbe, Chelsea. Forza Youth qui dit Rodri, surtout super match. D'ailleurs, Guardiola, il n'a pas fait la même bêtise que lors de la finale contre Chelsea où il n'avait pas fait jouer Rodri. Ouais, absolument, hein. Là, c'était ça qui avait signé l'arrêt de mort de Man City qui était en pleine bourre quand ils ont rencontré Chelsea en finale de Ligue des Champions. Ils ont retiré en fait la clé de voûte du système défensif et offensif de Man City. Et résultat, ils ont perdu 1-0 parce qu'ils se sont fait trouer au milieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Kai Havertz a eu plusieurs occasions, dont une qu'il met, mais plusieurs occasions au milieu où ça s'ouvre complètement la défense de Manchester City parce que Rodri n'est pas là pour combler ces trous-là en fait. Lors de la saison 2020-2021, Diaz, il avait été élu joueur de la saison, absolument, en première ligue, ce qui est incroyable, hein, qu'un défenseur central soit élu, c'est ce que je disais, joueur de la saison, c'est incroyable. Bref, en tous les cas, Manchester City fait le triplé. C'est la deuxième équipe en Angleterre qui fait le triplé. C'est aussi la deuxième équipe de Manchester qui fait le triplé. Donc c'est incroyable densité à Manchester, dans cette ville du nord de l'Angleterre, même dans cette partie de l'Angleterre, hein, parce que Liverpool est à peu près à 1 heure de Manchester en voiture, et vous avez les deux clubs qui ont le plus de titres en Première Ligue, Manchester United et Liverpool. Vous avez ensuite Manchester City, qui est le deuxième club de l'histoire de l'Angleterre, hein, d'ailleurs, à faire le triplé Coupe Championnat Champions League. Vous avez la première ville en Angleterre où vous avez deux vainqueurs de Ligue des Champions, donc Manchester United et Manchester City. Et en face de l'autre côté, vous avez le recordman, donc à 1 heure de voiture, encore une fois, à Liverpool, le recordman du nombre de Ligue des Champions en Angleterre, Liverpool, avec 6 Ligues des Champions. Donc c'est vraiment stratosphérique. Cet endroit-là, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent dans cet endroit de l'Angleterre, ou ce qu'ils boivent, ou ce qu'ils mangent, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment le cœur du football anglais qui se trouve là. Et Guardiola est le seul entraîneur à avoir fait 2 fois le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions, qu'il avait déjà fait avec le FC Barcelone. Alors, il a attendu 12 ans pour regagner la Ligue des Champions et refaire ce triplé. Depuis 2011, hein, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Mais bon, ça valait le coup d'attendre parce que c'est un triplé, encore une fois. Donc, il a mis du temps, mais effectivement, c'est assez impressionnant quand même ce qu'il a fait. Même si je trouve quand même que, encore une fois, il n'a pas amené de sérénité à son équipe dans cette finale et que cette finale a encore été sur un fil pour Manchester City. Ça bascule cette fois-ci de leur côté, donc c'est bien, tant mieux, mais ça a failli aller dans l'autre sens, hein. Moi, je trouve que l'Inter avait toutes les armes pour les faire basculer, et il y avait pas mal de gens autour de moi qui prédisaient une rouste de Manchester City. Bah, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc moi, c'est ce que j'avais prédit. J'avais dit, s'il y a une équipe en Europe qui peut vraiment embêter Manchester City, c'est bien l'Inter. Et ils sont 3-5-2, ultra bien rodés, fait pour subir, très très fort en transition. Donc voilà, et ça a failli marcher. Franchement, ça aurait été sportif. Heureusement qu'à City, ils avaient un super défenseur en la personne de Lukaku. Effectivement. C'est vrai que sur la tête de Di Marco, ouais. Mais bon, je suis pas sûr que Ederson l'arrête pas parce que la tête de Di Marco, elle est vraiment pas puissante. Elle est juste à côté de Ederson. Je sais pas. Je sais pas s'il l'arrête pas en voyant les images. Bref. Enfin voilà. Voilà un petit peu pour cette finale qui était le point d'orgue de la saison en club. Donc bah
On va plus trop commenter, on va même plus trop commenter de foot en live hein, jusqu'au mois d'août. Toutes les semaines, on va trouver un petit sujet. Hein, comme je vous le rappelle, Buenos Aires Calcio, ce sera tous les lundis pendant l'été. Jusqu'à ce que la saison reprenne et on rebasculera sur 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Donc on va traiter, probablement on va parler de mercato, bien entendu. On va aussi traiter de sujets transversaux dans le foot, que ce soit des sujets sociétaux, mais aussi des sujets d'actualité sur les compétitions, sur la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, des nouvelles sur la Super League, je sais pas, bref, il y a plein de choses, peut-être un petit peu de tactique, le 3-5-2, la défense à 3 en général, etc., etc. Il y a pas mal de nouveaux mouvements dans le football, enfin nouveaux, des mouvements dans le football dont on n'a pas parlé encore dans Buenos Aires Calcio, donc on parlera de façon un petit peu plus transversale de sujets dans le foot. Euh, Okutonojo, son but manque de Lukaku. Ah, manqué, pardon. C'est scandaleux de sa part. Oui, effectivement. Mais bon, après, il la met bien, il la prend bien, elle est forte. Et puis, bon, Ederson est sur la ligne. C'est vrai que s'il la croise un petit peu à gauche ou à droite, il y a but, c'est sûr. Il y a la Ligue des Nations cette semaine avec 2 super matchs Croatie, Pays-Bas, mercredi et jeudi Espagne, Italie. Alors, je dis pas que j'avoue que je suis quand même très très peu enclin à parler du football international. Je trouve la chute de niveau technique entre le football international et le football de club mais dramatique. C'est très compliqué pour moi de regarder les matchs internationaux. C'est vraiment d'un niveau technique ras des pâquerettes. Après, je dis pas que je vais pas en dire deux, trois mots. Hein. Si vous avez envie qu'on en parle, on peut tout à fait en parler. Mais le Espagne-Italie me fait déjà très très peur. Quoique c'est le premier match de Martinez, peut-être. Enfin, le premier match officiel, je pense, de compétition, quoi, de Martinez. Ça peut être marrant à voir. Et Croatie-Pays-Bas, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Mais la Croatie n'est pas non plus une équipe fofolle à avoir joué. Hein. C'est plutôt une équipe de penalty, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref. On passe à Silvio. Je voulais saluer Berlusconi, en tous les cas parler de la mort de Silvio Berlusconi. Pourquoi? Parce que ça a été un très très grand, comment dirais-je, président de l'AC Milan, le plus grand probablement avec San Siro, mais Berlusconi a eu beaucoup plus de succès que San Siro. Alors le Milan était un grand club avant que Silvio Berlusconi le prenne, mais c'était un club aussi qui avait des difficultés. Hein. Dans les années 80, le Milan a connu la série B. Quand Berlusconi arrive en 86-87, le Milan est en série B enfin vient de revenir en série A plus exactement. Et c'est vrai qu'en 88, Berlusconi fait passer le Milan dans la stratosphère en recrutant les 3 stars hollandaises qui viennent de gagner l'Euro 88 avec les Pays-Bas contre l'URSS. Donc Van Basten, Ruud Gullit et Frank Rijkaard. Et il les fait débarquer en hélicoptère au centre d'entraînement du Milan qui n'avait rien à voir avec le Milanello qu'on connaît maintenant. Et là, tout d'un coup, le Milan, qui est un grand club, devient en 10 ans, on va dire, à peu près, hein, oui, c'est ça, jusqu'à la fin des années 90, entre fin des années 80 jusqu'à fin des années 90, devient le seul rival du Real Madrid comme plus grand club du monde. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le premier club depuis le Real qui gagne 2 fois la Ligue des Champions d'affilée, 89 et 90. Et puis ensuite, ils enchaînent soit les finales, enfin ils sont quasi à tous les coups, soit en finale, soit vainqueurs de la compétition pendant quasi toutes les années 90. Donc ça devient un monstre le Milan. Et ce monstre en fait se pérennise. Dans les années 2000, il remet un coup de booster. En réponse au galactique de Florentino Pérez, Berlusconi dit moi je vais construire les stratosphériques et effectivement il recrute Shevchenko, Rui Costa, etc., etc. L'équipe de 2003 qui gagne la Ligue des Champions en finale contre la Juve au penalty.
Et puis donc finale en 2005, victoire en 2007, etc. Donc son Milan est incroyablement performant et est la pierre angulaire de la communication politique de Silvio Berlusconi, hein. Il a utilisé le Milan. Alors le Milan a utilisé Berlusconi, la fortune de Berlusconi pour devenir un club de légende, même si c'était un très grand club avant que Berlusconi arrive, hein, vu que le Milan avait déjà gagné 2 Ligues des Champions avant l'arrivée de Berlusconi, de très nombreux titres de champion, etc., etc., a eu d'énormes stars avant l'arrivée de Berlusconi. Mais Berlusconi fait passer vraiment le Milan dans une autre dimension. Et il se sert de ses victoires avec le Milan pour asseoir ses succès politiques et dans les affaires. Donc c'est aussi pour renvoyer à la population italienne une image de vainqueur, de gagnant, de quelqu'un qui sait gérer ses sociétés, ses entreprises, ses clubs de foot, etc. Le foot ayant la place qu'il a dans la société italienne, Berlusconi accède au pouvoir grâce, entre autres, mais vraiment de façon très importante, à l'image que renvoie de vainqueur que renvoie le Milan. Donc dans le cœur des années 90, Berlusconi accède au poste de Premier ministre, donc président du Conseil en Italie, très exactement, c'est pas vraiment Premier ministre. Donc voilà, et effectivement, alors là je lis dans les commentaires, sur Berlusconi, quelle honte de la part des gens de ne parler que des histoires graves le concernant. C'est mon gros coup de gueule de la soirée. Oui, alors, vous savez, moi, que je parle beaucoup de foot et que c'est pour ça que je voulais aborder Silvio Berlusconi sous l'angle du foot, hein. Politiquement, bien entendu, qu'il y a beaucoup de choses qui sont discutables. Et puis, dans sa vie privée, alors là, j'en parle même pas. Mais bon, moi, je ne suis ni. Je suis pas le représentant comment dirais-je, du bien et de la vertu, hein. On n'est pas là pour discuter de ça. Moi, je vous parle de son impact dans le foot. Okutonojo qui dit qu'il savait motiver ses troupes avec des bus affrétés spécialement pour eux. Oui, ça c'était récemment contre Monza. Enfin, Monza, lorsqu'ils ont rencontré l'Inter, effectivement. Bref, Berlusconi avait des idées bizarres pour motiver les hommes. Et en l'occurrence, Forza Youth qui dit même ce qu'il a fait à Monza, c'est fort. Ouais, absolument, il a construit une très belle équipe à Monza avec Galliani. Ils ont reformé leur duo magique, hein. Galliani qui était le président délégué du Milan, à, aka directeur sportif, hein. C'est lui, on l'appelait le Condor, hein. C'est lui qui a fait venir toutes les plus grandes stars possibles au Milan, dans le Milan de Berlusconi. Ils ont reformé le duo à Monza et Monza a eu de très très bons résultats cette saison. Au-delà des bus garnis que Berlusconi avait promis lors des victoires de l'Inter, ils jouent très très bien au foot et ils ont une très bonne équipe, franchement, avec un Matteo Pessina qui est champion d'Europe, hein, en titre, hein, avec la Squadra Azzurra et qui est capitaine de Monza. Pourquoi? Parce que bah, il a grandi à Monza, hein, donc c'est vraiment son équipe et franchement c'est très très bien. Ils ont recruté des très bons joueurs. Alors, c'était quasi sûr qu'ils allaient se maintenir parce que quand tu voyais l'effectif, c'était vraiment pas du tout une équipe pour jouer le maintien. C'était limite une équipe pour jouer l'Europe. Donc voilà, bah, je pense que s'ils continuent dans ce sens-là, je sais pas comment est-ce que ça va être géré maintenant que Berlusconi est parti. Euh, mais si la famille Berlusconi continue à entretenir le club de Monza et laisse les rênes à Galliani, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Mais attention, parce que Galliani n'est pas non plus tout jeune, donc voilà, faut anticiper un petit peu peut-être le potentiel départ de Galliani aussi. Donc voilà. En tous les cas, Berlusconi a eu un impact énormissime sur le football italien, énorme sur le Milan. Et c'est toujours le président le plus victorieux du Milan, hein, plus de 30 titres, 31 titres si je ne m'abuse, lors de ces presque plus de 30 ans de règne sur le Milan, hein. Je crois que c'est 30 ans parce que c'est 87-2017 où ils vont à Yongongli. Donc c'est 30 ans et je pense qu'ils gagnent plus d'un titre par saison sur ces 30 ans, avec la bande Terrera intégrée dedans, hein. Vous savez que la bande Terrera au Milan, c'est la période de traversée du désert qu'il y a eu après le titre de 2011. Le titre en Serie A de 2011, il y a eu une vraie traversée du désert qui s'est terminé en 2022 avec le titre de le Scudetto du Milan, donc quasi 11 ans de traversée du désert et 6 pour Berlusconi. Donc voilà, même avec 6 années sans titre,
quasi, hein, parce que je crois qu'il gagne une Super Coupe d'Europe quand même, une Super Coupe d'Italie, pardon. Eh bien, il est de très loin le président le plus titré de l'histoire du Milan. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Berlusconi. Et puis bah, on va terminer. Alors c'est un, c'est un Buonasera Calcio un petit peu teinté Italie ce soir, mais c'est un hasard. C'est un hasard, bah, déjà le nom est un hasard, non je rigole. Mais c'est vrai que là ce soir en particulier on parle pas mal de l'Italie. Mais salut Yuxinho, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu parles dans le chat. Bienvenue et ça me fait plaisir de t'accueillir. Donc ce soir, ouais, donc je voulais parler aussi de l'Italie qui apprend. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'entre les trois finales de Coupe d'Europe et la finale des U20 que l'Italie a perdu, ça fait quand même quatre défaites majeures dans quatre compétitions vraiment importantes pour les équipes de club en Italie et puis même les équipes nationales italiennes, hein. C'est vrai que les moins de 20, ça commence à jouer au football, hein. Effectivement, ils ont perdu 1-0 cette finale. Euh, c'est, comment dire, l'Italie a traversé, elle aussi, hein, en même temps, probablement en même temps que le Milan, une espèce de Banterera et une espèce de traversée du désert pendant très longtemps. Elle vient d'en sortir, donc je pense que la victoire à l'Euro 2021 a été peut-être trompeuse parce que on s'est dit cette Italie est prête. Bon, finalement, on a vu que malheureusement, des matchs coup près très importants un an après pour la Coupe du Monde, bah, ça l'a pas fait. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'Italie, déjà, le fait que l'équipe d'Italie moins de 20 aille en finale des championnats du monde, de la Coupe du Monde moins de 20, bah, ça veut dire déjà quelque chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, les jeunes Italiens, etc., il y a pas de qualité et tout. Bah, si, il y en a, ça se voit. Maintenant, est-ce que ça va être transformé est-ce que ça va être transformé pour, pour le niveau supérieur, c'est-à-dire les seniors? Bah, ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a de la qualité à la base. Et effectivement, en revanche, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les clubs italiens font jouer ces jeunes Italiens? Bah, pour l'instant, pas trop. Espérons que ça va changer dans le futur. Je pense que Mancini et la fédération italienne poussent dans ce sens-là. Mais en tous les cas, la qualité de formation existe. Et ça, c'est la preuve. Le résultat au championnat du monde U20 ça commence à bien jouer au foot, hein. C'est pas les U17 où là, il peut y avoir le résultat peut être un petit peu tronqué par les différences physiques qu'il peut y avoir entre un joueur de 16 ans qui est complètement développé physiquement et un joueur de 16 ans qui est encore en progression physique. De temps en temps, les résultats des championnats du monde U17, U15 sont fortement impactés par les différences physiques plus que par la qualité intrinsèque des joueurs. U20, c'est beaucoup moins le cas parce que là, normalement, tous les joueurs sont développés quasi à 100% physiquement. Et donc, là, tu vois vraiment la qualité intrinsèque des joueurs et des équipes, de la tactique, etc., etc. Donc, voilà. Je pense que c'est significatif d'avoir des très bons résultats en U20, un peu moins en U17 et en U15, mais voilà. Et les trois finales de Coupe d'Europe, comme je le disais en début de stream, je pense qu'elles ont été les trois dominées par les clubs italiens. J'ai trouvé la Fiorentina supérieure à West Ham, mais ils perdent à la 90e minute sur un but voilà, de Bowen. J'ai trouvé la Roma beaucoup plus dangereuse en finale que le FC Séville. Et le FC Séville m'a absolument pas impressionné dans cette finale. En revanche, c'est vrai qu'ils avaient une maîtrise de l'événement supérieure à la Roma. La Roma a fait des erreurs de jeunesse déjà à la 41e minute. On en avait parlé ici, mais jouer le 0-0, c'est pas, voilà, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, déjà, tu prends la mauvaise direction, je pense. Et puis l'Inter, je trouve, moi, hier, enfin samedi, pardon, a dominé, pas dominé, mais en tous les cas, a été plus dangereuse finalement que Man City. Et je pense méritait au moins le match nul, voire même peut-être de gagner la finale. Donc voilà. Je pense que les équipes italiennes ont appris, même les équipes comme le Milan et le Napoli qui sont allés loin dans la compétition, la Juve, etc., le nouveau groupe de la Juve, etc. Tout le monde a appris, je pense, de ces campagnes. Alors oui, les trois clubs sont allés en finale, ils n'ont pas gagné, mais je pense que ça va leur servir pour les futures campagnes et pour gagner cette fois-ci.
Donc voilà, donc je pense que c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Les clubs italiens sont en progression, vont revenir et probablement vont gagner quelques Coupes d'Europe dans le futur, basées sur cette expérience-là qu'ils ont vécu ces derniers mois. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est pour ça que j'ai nommé ça le troisième point, l'Italie apprend, parce que l'Italie doit réapprendre à gagner. Ça fait très longtemps que les clubs italiens et les équipes italiennes ne sont plus en position de gagner. Et ça fait partie de l'expérience. C'est très bien d'avoir un jeu ambitieux et d'aller jusqu'au bout des compétitions, c'est fantastique. Mais maintenant, après, comme on le dit, hein, une finale, ça se joue pas, une finale, ça se gagne. Les quatre équipes italiennes, là, elles ont joué les finales et les autres ont gagné. Donc, je pense qu'il faut que ça va revenir. Moi, j'ai vraiment confiance. Je pense pas que ce soit un épiphénomène, là, toutes ces finales d'un seul coup. Je pense que ça dénote d'un vrai mouvement de fond dans le football italien, alors qu'il doit s'accompagner de plein d'autres choses. Attention, hein, on n'est pas arrivé encore, hein. Il est dans la structure, dans les infrastructures, dans la formation, dans l'intégration des jeunes, etc. Ça doit continuer à se développer, mais on est dans la bonne direction, je pense, vraiment. Je vais faire un petit dernier tour dans les commentaires avant de terminer ce stream, hein. Donc c'est la salade de Macédoine, dure à digérer, bah ouais, tu m'étonnes. La squadra a vraiment eu du mal à digérer la salade de Macédoine. Chez nous, ils jouent et nous font plaisir. Bon, c'est à cause des blessures, mais on s'en fiche, ils jouent et on prend plein les yeux. Donc tu parles probablement de la Juve et tu parles de Fagioli, Mirietti, etc., Gatti, tout ça. Ouais, effectivement, ils jouent. En tous les cas, c'est bien, hein. Je pense que Allegri a été vraiment contraint et forcé de les faire jouer parce que c'est pas du tout son style. Mais effectivement, il a fait jouer des jeunes et ça c'est pas mal. Tonali joue, Barella joue beaucoup. Enfin bref, il y a pas mal de joueurs italiens qui jouent dans les plus grands clubs, hein, les Di Marco, les Bastoni à l'Inter. Le gros souci, c'est les attaquants pour l'instant, hein. On a un vrai problème. Après, on a vu Casadei là avec les U20. Peut-être que c'est le futur de la Squadra Azzurra. Peut-être que Scamacca, s'il revient en Italie, va peut-être reprendre le fil de sa carrière parce que là, il s'est un petit peu coupé en partant en Italie. Il y a aussi de super coachs italiens, des Zerbi Italiano, celui de Monza aussi, Paladino, ça aide beaucoup aussi. Clairement, les coachs italiens maintenant ont une super réputation pour le jeu qu'ils produisent. Et ça, c'était quand même pas gagné quand tu regardes les Allegri, les Trapattoni, des joueurs, des coachs comme ça, qui étaient quand même réputés pour être très très défensifs. Donc effectivement, maintenant, ça aussi, ça a changé. Il y a une école énorme de coachs italiens et c'est une école qui prône beaucoup le jeu. Donc c'est très bien. C'est aussi pour ça que le football italien se retrouve proche des sommets en Europe. C'est parce que ça joue maintenant les équipes italiennes, excepté deux trois comme la Juve et la Roma malheureusement, qui sont encore les deux mauvais élèves de la classe. Mais j'espère que ça va changer aussi rapidement, même si malheureusement pour le football italien, et je dis bien malheureusement, Allegri reste à la tête de la Juve. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, c'est complètement, complètement fou. Bon, bref. On verra bien. Voilà, écoutez, on termine cette saison avec ce dernier stream qui parle de l'actualité des clubs européens, de football européens. Ça a été un plaisir, franchement, cette première saison avec vous. Vraiment, merci beaucoup pour tous vos retours, toute votre participation. Merci pour toutes vos écoutes, vos vues sur YouTube, vos vues sur Twitch. J'ai vraiment hâte de passer cette intersaison avec vous et ensuite redémarrer une nouvelle saison. Vraiment, merci Forza Youth qui dit merci énormément pour cette saison de stream. J'ai adoré vivement la deuxième saison. Bah grave, on va essayer de faire mieux encore, peut-être dans l'habillage, peut-être dans pas mal de choses, la communication, etc. Peut-être des gens qui participent au stream en même temps, en live. On va essayer d'évoluer un petit peu. Je vais y travailler cet été. Donc voilà, en tous les cas, merci encore. Et puis, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas les réseaux sociaux de Buonasera Calcio sur Twitter, sur Instagram. N'oubliez pas aussi la chaîne YouTube, et puis bien sûr la chaîne Twitch. Et puis, sur toutes les plateformes de streaming audio, le podcast qui est rediffusé quelques heures après. Si jamais vous voulez écouter Buonasera Calcio en podcast pendant que vous courez ou vous faites la cuisine ou bref, que sais-je encore. Voilà. En tous les cas, encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre participation. Ça a été un plaisir.
On se revoit lundi prochain pour parler d'un sujet dont je vous informerai avant sur les réseaux sociaux. Si vous voulez parler d'un sujet en particulier aussi, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir qu'on le traitera. Et puis voilà. Et puis n'oubliez pas. Ciao les gars. Ciao. À bientôt. Salut.